Regardez ça, un tout nouvel Airbus A320neo, tout juste sorti d'usine. Mais attendez, il lui manque pas quelque chose ? En effet, il n'a pas de moteur. Et croyez-le, ce n'est pas une erreur de fabrication, mais une stratégie délibérée. Alors pourquoi une compagnie aérienne paierait-elle des millions pour un avion incapable de voler ? Comment Airbus peut-il appeler cela une livraison alors que cet appareil n'est, pour l'instant, qu'un planeur hors de prix ? Est-ce un nouveau type d'avion capable de se propulser sans moteur ? Ou une tentative désespérée pour dissimuler un effondrement total de la chaîne d'approvisionnement et en même temps un pari calculé pour survivre à la plus grande crise depuis l'immobilisation du Boeing 737 MAX ? Voici ce qui se passe réellement. En 2025, Airbus se retrouve dans l'une des situations les plus étranges de toute l'histoire de l'aviation moderne. Le constructeur assemble des avions impeccables, les peint, teste leur système, puis les livre officiellement à ses clients. Mais ces avions ne peuvent transporter aucun passager. À la place, ils s'alignent silencieusement sur les parkings d'aéroports ou dans des zones de stockage, attendant leurs moteurs, qui n'arriveront peut-être pas avant plusieurs mois. On les appelle dans le milieu les planeurs. La racine de cette crise, c'est une pénurie de moteurs si grave qu'elle a fracturé toute l'industrie aéronautique mondiale. Et ce n'est pas simplement l'histoire d'une pièce défectueuse, c'est celle d'une tempête parfaite, d'une guerre sur deux fronts où les deux fournisseurs de moteurs d'Airbus ont failli en même temps, laissant le constructeur et ses clients pris dans un cauchemar stratégique. Pour comprendre cette situation, il faut regarder au-delà des pylônes vides, jusqu'aux salles de réunion du siège d'Airbus. Pour un constructeur comme Airbus, le nombre annuel de livraisons est sacré. C'est ce chiffre qui détermine la valeur de l'action, la confiance des investisseurs et la position du groupe dans la rivalité acharnée contre Boeing. En 2025, l'objectif est clair. Livrer plus de 800 avions. Manquer cette cible est impensable. Arrêter les chaînes d'assemblage pour attendre les moteurs serait encore pire. Une catastrophe qui provoquerait un effet domino sur des centaines de sous-traitants, risquant d'en mettre certains en faillite et de paralyser toute l'industrie aéronautique européenne. Alors, la production doit continuer, coûte que coûte. La cadence de l'usine, ce battement vital, ne peut pas s'arrêter. La solution ? Construire les avions malgré tout, les faire sortir de la chaîne et les déclarer livrés. Ce n'est pas une simple astuce comptable, c'est une manœuvre contractuelle complexe. Au premier semestre 2025, Airbus comptait déjà environ 60 avions terminés, mais sans moteur, représentant près d'1 milliard d'euros immobilisés dans des appareils invendables. Cette stratégie, dite des planeurs, permet toutefois à Airbus de déclencher des paiements partiels de la part des compagnies clientes, transférant ainsi une partie du poids financier sur elles. C'est un pari risqué, un véritable coup de poker, reposant sur l'espoir que les fabricants de moteurs rattrapent leur retard dans la seconde moitié de l'année. Mais le plus étonnant, c'est que les compagnies aériennes acceptent cela. Pourquoi diable accepteraient-elles de recevoir un avion à plusieurs dizaines de millions d'euros incapable de voler et qui commence immédiatement à leur coûter de l'argent ? Pour le comprendre, il faut plonger dans la crise cachée derrière tout ça. Car non, la pénurie de moteurs n'est pas un simple retard de production. C'est une véritable guerre industrielle sur deux fronts. D'un côté, Pratt & Whitney, dont le moteur révolutionnaire à engrenages, le GTF, est devenu le cœur d'un cauchemar industriel. À l'intérieur de milliers de ces moteurs, un défaut microscopique dans le métal en poudre utilisé pour forger les disques de turbine est devenu une bombe à retardement. Cette contamination provoque la formation de microfissures invisibles, un défaut latent qui s'est transformé en crise d'exploitation majeure. L'ampleur du rappel est colossale. Il cloue au sol en moyenne 350 avions dans le monde, et ce jusqu'en 2026. Le processus de réparation est une véritable épreuve logistique. Il faut démonter complètement chaque moteur, une opération qui peut prendre jusqu'à 300 jours par unité. Le réseau de maintenance de Pratt & Whitney est saturé, débordé par une file d'attente interminable d'avions, cloués au sol. Et si la crise de Pratt & Whitney ressemble à une attaque cardiaque brutale, celle de son concurrent, CFM International, est une maladie chronique et systémique. CFM, l'autre fournisseur de moteurs de l'A320neo, ne fait face à aucun rappel massif. Car le moteur LEAP de CFM, lui, n'est pas victime d'un défaut de conception, mais d'une chaîne d'approvisionnement mondiale encore fragile qui ne s'est jamais vraiment remise de la pandémie. Les pénuries de matières premières,
le manque de main-d'œuvre qualifiée et les retards logistiques créent un chaos total. Ce n'est pas une panne isolée, c'est tout l'écosystème industriel qui s'effondre en même temps. Pour ne rien arranger, le moteur LEAP souffre lui aussi de problèmes de jeunesse, notamment une durabilité plus faible que prévu dans les environnements difficiles, ce qui provoque des maintenances imprévues beaucoup plus fréquentes. Les deux crises, celle de Pratt et Whitney et celle de CFM, ont fini par fusionner. Le rappel massif des moteurs Pratt et Whitney mobilise la capacité mondiale limitée des ateliers de maintenance qui ne peuvent donc plus traiter les moteurs CFM à temps. Résultat, c'est toute la flotte mondiale qui se retrouve prise à la gorge. Avec les deux fournisseurs de moteurs défaillants, les compagnies aériennes sont littéralement piégées. Et c'est là que le choix d'accepter un avion inutilisable commence, paradoxalement, à avoir un certain sens. En 2025, le carnet de commandes des constructeurs est plein à craquer. Les créneaux de production pour les nouveaux avions sont complets jusqu'au début des années 2030. Obtenir un créneau de livraison confirmé est devenu l'atout stratégique le plus précieux d'une compagnie aérienne. C'est la clé pour renouveler sa flotte, croître et même survivre. Refuser de réceptionner un planeur reviendrait à perdre ce créneau. Et cela ne signifierait pas un simple retard de quelques mois, mais un retour tout au bout d'une file d'attente longue de près d'une décennie. En clair, une condamnation à mort commerciale. Les compagnies aériennes font donc un calcul froid et rationnel. Elles acceptent ces avions sans moteur comme le prix à payer pour garantir leur avenir. Mais dès qu'elles prennent possession de ces avions, les ennuis financiers commencent. Les frais de stationnement peuvent dépasser les 3 000 € par mois. L'avion doit être assuré et surtout, il doit être entretenu selon un programme de préservation très strict pour rester en état de navigabilité. Ce programme mobilise des techniciens certifiés et une surveillance constante. Ces appareils au sol deviennent ainsi un gouffre financier. Ils coûtent cher sans rapporter le moindre centime. Pour certaines compagnies, la pression est devenue insoutenable. Spirit Airlines par exemple, qui dépend fortement des moteurs Pratt & Whitney, a vu 38 de ses avions immobilisés. La paralysie était telle qu'elle a contribué directement à la décision de la compagnie de se placer sous la protection de la loi sur les faillites, et ce, malgré une compensation de 150 millions de dollars obtenue auprès du motoriste. D'autres transporteurs, comme Indigo en Inde, ont choisi une approche radicale. Ils ont transféré la totalité de leurs futures commandes vers CFM, afin de réduire leur dépendance et de sécuriser leurs opérations. Mais ce problème dépasse largement la seule question financière. Il oblige tout le secteur à revoir sa manière de gérer les flottes. Ce n'est pas une crise isolée. C'est une onde de choc qui traverse tout le système aérien mondial. Et même si vous ne le réalisez pas encore, vous en ressentez déjà les effets. La première victime, c'est le réseau mondial de maintenance. Il est complètement saturé. Les temps de rotation des moteurs ont augmenté de 150%. L'urgence de réparer les nouveaux moteurs retarde l'entretien des avions plus anciens, ce que les compagnies doivent maintenant faire voler plus longtemps et plus intensément. Cette situation a un effet domino dangereux. Les plans de modernisation des flottes partent en fumée. L'impossibilité d'obtenir de nouveaux avions pousse les compagnies à prolonger la vie de modèles plus vieux et moins efficaces. Résultat, l'âge moyen de la flotte mondiale atteint désormais un record d'environ 15 ans. Cela crée ce que l'IATA appelle le triple choc. Les compagnies perdent des revenus car elles ne pouvaient pas exploiter des avions plus grands et plus rentables. Leurs coûts augmentent puisque les anciens appareils consomment plus de carburant et nécessitent davantage d'entretien. Et surtout, c'est un énorme revers environnemental. Chaque nouvelle génération d'avions offre en moyenne entre 15 et 20% d'efficacité énergétique supplémentaire. En retardant leur entrée en service, cette crise des moteurs freine directement la progression de l'industrie vers ses objectifs de neutralité carbone. Et pour vous, les passagers, l'impact est simple, des billets d'avion plus chers. Avec moins de sièges disponibles et une demande toujours aussi forte, les prix des billets atteignent des records. Les compagnies aériennes sont contraintes de réduire leurs lignes les moins rentables vers les petites villes, ce qui fragilise la connectivité régionale. Mais il y a un dernier rebondissement inattendu, cette crise a dopé le marché des avions d'occasion à mi-vie. Comme les nouveaux appareils ne sont plus disponibles avant plusieurs années, les anciens A320 et Boeing 737 sont devenus des actifs très recherchés. Leurs taux de location ont explosé, créant une situation à deux vitesses.
Les compagnies disposant d'avions plus anciens mais fiables en tirent profit, tandis que celles qui ont misé sur les nouvelles technologies se retrouvent en grande difficulté. Pour les compagnies, la leçon se paie au prix fort, des milliards d'euros de pertes et des avions cloués au sol. Leur manière d'acheter des avions est en train de changer. La planification de flotte ne se résumera plus à un simple calcul entre consommation de carburant et capacité en siège. Elle deviendra un exercice complexe de gestion des risques. L'idée de n'utiliser qu'un seul type de moteur pour toute une flotte, autrefois vantée pour ses économies de maintenance et de pièces détachées, est désormais vue comme une vulnérabilité catastrophique. Les compagnies dotées de carnets de commandes massifs envisagent maintenant de répartir leurs futurs achats de moteurs entre plusieurs fournisseurs afin qu'une panne chez l'un ne paralyse pas toute leur stratégie de croissance. Mais le changement le plus important se joue dans les contrats. Le phénomène des planeurs n'a été possible qu'à cause d'une zone grise juridique que personne n'avait anticipée. Aujourd'hui, les services juridiques des compagnies aériennes du monde entier réécrivent leurs contrats d'achat. Ils y ajoutent des clauses précises définissant ce qu'est réellement un avion livré, ainsi que des pénalités sévères en cas de défaillance d'un fournisseur secondaire. Ces clauses couvriront non seulement les pertes financières, mais aussi les dommages stratégiques, comme la perte de parts de marché ou la réputation de marque. Les compagnies veulent désormais pouvoir refuser un appareil incomplet sans perdre leur place dans la chaîne de production. Cette faille contractuelle qui a permis la crise des planeurs est en train d'être définitivement refermée. Alors, que pensez-vous de cette crise des planeurs chez Airbus ? Pensez-vous qu'Airbus a raison de livrer des avions sans moteur aux compagnies ? Ou est-ce malhonnête de leur part de faire cela ?